Feria del Libro siempre nos tiene muy, pero muy ocupados. Pensemos que hoy entrevistamos al gran autor mexicano, que es Carlos Fuentes. Y bueno, hablamos de lo que significa Carlos Fuentes en la literatura, no solamente mexicana, sino en la literatura mundial. Es un hombre con una fuerte presencia en el mundo entero. Y en este programa, yo diría un programa especial, recibimos al gran escritor francés Daniel Pénac, quien no solamente es un novelista excepcional, vamos a hablar de su obra, sino también, y esto es muy importante, habla de la lectura. Y en este programa que hacemos por la televisión pública hace más de 12 años, la lectura siempre ha sido un tema central. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo le va? Très bien, merci. Je suis très heureux d'être chez vous. ¿Qué piensa de la Feria del Libro? La première chose qui m'a frappé, c'est l'immensité de la queue des gens qui attendaient. Mais je ne vois pas ça en France, par exemple. Cet enthousiasme et la variété des gens qui se trouvent là. Je pense à la variété du point de vue, de tous les points de vue, du niveau social, c'est infiniment plus vivant que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Cuando leí como una novela, lo primero que pensé fue, al fin, alguien que defiende la lectura desde la pasión, desde el amor, desde el deseo, casi un concepto psicoanalítico. Leo porque deseo leer. ¿Qué piensa usted? Oui, oui, c'est-à-dire que ce livre-là, je l'ai écrit, j'ai pris la décision de l'écrire. Un jour où je suis entré dans le premier jour de l'année, j'entre dans ma classe, je suis professeur et je me présente. Un grand nombre d'élèves ne me connaissaient pas encore. Et l'un des élèves lève le doigt et dit, avec une voix lamentable, « Monsieur, on va lire cette année ?» Alors, quand un professeur de littérature entend cette question, il faut qu'il se pose des questions sur l'enseignement de la littérature. Et j'ai donc écrit la première phrase qui est « Le verbe lire ne supporte pas l'impératif ». Particularité qu'il partage avec le verbe rêver. Je ne peux pas vous dire « rêve » ou avec le verbe aimer. Je ne peux pas vous dire « aime, aime-moi, aime ». Absolument impossible. Et le verbe lire est de la même nature que ces verbes-là. Et donc c'est une question de désir. Et mon travail de professeur, consiste à réveiller ce désir, qui n'est jamais mort. Il est juste endormi. Da la impresión de que en la escuela nos favorecen ese amor por la lectura. Y uno se pregunta también desde la docencia, ¿cómo explicar que El Edipo Rey es una novela policial? Sé que es una tragedia, claro. O cómo explicar que Macbeth, ambicioso y desmesurado, nos puede deparar un enorme placer, o el Don Quijote. Parce que si vous prenez Don Quichotte, si vous prenez Oedipe Roi ou Macbeth et que vous les découpez en morceaux comme des cadavres dont vous décidez de faire l'analyse médico-légale sur 3 lignes, 2 paragraphes, vous éteignez absolument l'intérêt que les étudiants vont avoir pour ces textes. En revanche, si vous racontez, vous commencez, je vais vous raconter Oedipe Roi. Je le raconte le plus simplement du monde. Ou je vais raconter Macbeth le plus simplement du monde, ou Don Quichotte, puisque c'est les 3 exemples.
il y a là un point de départ que la plupart des professeurs refusent. Parce qu'ils considèrent que, que le récit est une sorte de régression intellectuelle. Ce n'est pas digne. Il faut commencer directement par l'analyse du sens. Il y a donc une espèce de mépris de l'anecdote. Or, le problème fondamental, c'est que le roman, le théâtre, raconte une histoire qui répond aux besoins ontologiques de l'humanité d'une mythologie. Et si on n'admet pas ça, et si on ne propose pas de façon très simple la mythologie fondamentale par le récit, on coupe déjà 80% des élèves du texte. Ceux qui peuvent faire de la littérature médico-légale sont déjà des intellectuels. Ce sont déjà des enfants qui ont la chance d'avoir l'accès au sens. Ils m'intéressent beaucoup, parce qu'évidemment, ils sont intellectuellement séduisants. Mais ceux à qui il faut que moi je m'intéresse en priorité, c'est les 80 autres pourcents que je dois introduire au plaisir du texte, au plaisir de la lecture. Cómo narrar, usted nombró el teatro, Esperando a Godot de Samuel Beckett, o La cantante calva de Ionesco, se complica, ¿no? Cómo hacer que un texto no tan claro, no tan directo, pueda llegar al alumno en este caso. Parce que ce n'est pas le texte, c'est le texte auquel je vais arriver un jour. Ah. Mais pas dans très longtemps, dans 2 ou 3 jours. Surtout si je commence avec Oedipe Roi. Si je raconte Oedipe Roi, je devrais pouvoir raconter quelque chose de beaucoup plus abstrait dans 2 ou 3 jours. Parce que Oedipe Roi n'est anecdotique qu'en apparence. Évidemment. Et donc, c'est une affaire de, comment dire, c'est une affaire d'acclimatation des petites intelligences que j'ai en face de moi. N'ayez pas peur de comprendre. N'ayez pas peur de ne pas comprendre. Si vous ne comprenez pas au premier récit ce que je vous dis, je vous parlerai de Joyce différemment. Ne vous inquiétez pas, il y a 1000 entrées. Le texte possède 1000 entrées. Y esto se nota también en sus propias novelas. Hablemos de Belville, la saga de Belville. Había un perro epiléptico. Oui. Es raro encontrar un perro epiléptico. ¿Qué piensa? Ça m'introduisait le chien épileptique. Par exemple, si j'en parle à des élèves, je vais l'utiliser pour les introduire à Dostoïevski, en leur parlant du thème de l'épilepsie dans l'Idiot de Dostoïevski. Vous savez, à un moment donné, le prince Mychkine a une crise d'épilepsie. Il est en haut d'un escalier et il a le sentiment, tout à coup, de tout comprendre. Et c'est un sentiment extrêmement fugace, extrêmement fugitif, qui précède son évanouissement. Et l'épilepsie, en littérature, c'est dans Dostoïevski, mais aussi dans d'autres textes, c'est comme si on avait tout d'un coup ouvert un coin de porte sur l'absolu, et puis ça s'est refermé.
immédiatement. Et pour moi, mon gros chien épileptique, il me sert à ça. Le chien, tout d'un coup, comprend. Mais c'est un chien. ¿Y el barrio? ¿Qué lugar tiene el barrio? Alors, le barrio est pour moi absolument capital. C'est une planète miniature. C'est l'ensemble de la géographie réduite aux dimensions d'un mouchoir de poche par les convulsions de l'histoire. C'est Belleville, à Paris, c'est l'est de Paris, le nord-est de Paris, et Belleville est habité successivement par toutes les populations qui ont à souffrir des convulsions de l'histoire ou des convulsions de la climatologie, par exemple. Ce qui fait que j'ai la planète entière à ma disposition. Si je veux aller en Chine, je sors de chez moi et je vais chez le commerçant qui est mon voisin, qui est chinois. Si de là, je veux aller faire un tour en Turquie, je traverse la route et la Turquie est là. Si de la Turquie, je veux aller, etc. Donc c'est réellement une planète miniature, avec tout ce que ça comporte culturellement. J'ai toutes les langues. Du point de vue des sonorités, j'ai toutes les langues autour de moi. Toutes les cuisines, toutes les religions, enfin, donc c'est une sorte de quartier tautologique comme ça, qui me permet de ne pas voyager moi-même. Je suis assez sédentaire, tout en étant au cœur du monde en permanence, quoi. Et c'est un hasard. Je suis arrivé là en 1969, et le lendemain du jour où j'y suis arrivé, j'ai pris la décision de ne pas en sortir, de rester. C'est mon univers. Cuando uno lee sus libros teóricos, tiene la sensación de que está leyendo una novela, incluso el título como una novela. Sus libros teóricos son sencillos de comprender, pero complejos. ¿Es así? Oui, c'est presque chez moi un principe esthétique, quoi. Il s'agit de s'adresser aux gens pour qu'ils vous comprennent. C'est aussi simple que ça. Et alors forcément, on doit faire l'effort intellectuel de déconceptualiser ce que nous avons à dire, ce que j'ai à dire. Quand j'ai un concept, je pense, je ne sais pas, par exemple, le concept de la bouc émissarisation, du bouc émissaire, à développer, qui est un concept complexe. Le concept, par exemple, de la bouc émissarisation est le suivant. Tout groupe humain, pour se constituer, a besoin de choisir un de ses membres, de l'exclure du groupe, de le charger de tous les défauts du groupe, et il se fédère en groupe en désignant le coupable. Ça, c'est le cœur par exemple, des 2000 pages que j'ai écrites sur les Malocènes. Mais pour développer ce concept, il a fallu que j'imagine une profession qui est la profession de bouc émissaire professionnel. C'est-à-dire, pour être clair, quelqu'un est payé, salarié, pour se faire engueuler à la place des autres. Qui est une fonction très répandue dans la société. Mais les gens qui l'utilisent, qui font cette fonction, ne savent pas qu'ils la font. Un ministre, par exemple, ne sait pas qu'il est bouc émissaire potentiel, mais il est bouc émissaire. On a fait semblant de l'honorer en le mettant à ce poste ministériel,
Mais si la politique générale de ce gouvernement-là déplaît, on va faire sauter ce ministre. Et qui, en tant que bouc émissaire, va rendre une fonction beaucoup plus importante qu'il ne la rendait en tant que ministre. Es verdad, absolutamente verdad. Me pregunto, para quien está mirando televisión en este momento, si hubiera que empezar por algún libro de Daniel Pennac, ¿cuáles, nombremos 3, elegiría usted para empezar a introducirnos en la obra de Pennac? Qu'est-ce que vous avez? Mal de escuela, Señores niños, como una novela. Peut-être, je dirais, comme une novelle, pour la raison que comme une nouvelle parle de beaucoup d'autres livres que les miens. En écrivant comme un roman, j'ai eu le désir aussi d'offrir, au fond, ma bibliothèque au lecteur. ¿Y? D'introduire le lecteur dans ma bibliothèque élémentaire qui m'accompagne. Abandonó la lectura de Ulises de Joyce. Ah, ce qu'il y a de bien avec Ulysse, c'est qu'on peut le lire 10 fois. Et la première fois, les 10 premières pages. Et ensuite, les 50 dernières. Borges dice que no lo leyó. Et bien sûr. Et chez vous aussi, Alberto Mangel, que vous connaissez. Un amigo argentino, Alberto Mangel. Et que j'aime beaucoup, pose souvent cette question pour taquiner les gens. Il dit, alors tu as abandonné la lecture d'Ulysse? Alors tout le monde trouve des excuses. Dit, non, tout le monde dit le monólogo de Molière. Oui. Mais ma mère, par exemple, qui n'était pas allée à l'école, un jour je la trouve en train de lire Ulysse. Et alors évidemment, comme un crétin d'intellectuel, je dis, comment? Tu lis Ulysse? Et elle dit, oui, c'est la 3e fois. La tercera vez. La tercera vez. No, yo lo leí 2 veces. Una me costó mucho y la segunda... Et alors, j'ai dit, mais alors je suis comme vous, très étonné, d'autant plus qu'elle ne m'en avait jamais parlé. Elle ne parlait pas de ce qu'elle lisait. Et j'ai dit, mais comment tu trouves? Alors, qu'est-ce que tu trouves? Elle réfléchit longtemps. Elle dit, écoute, pour une fois, qu'en voilà un qui écrit comme on pense, celui-là est mon ami. ¿Eso dijo? Oui, c'est ça qu'elle a Qué dit. maravilla la anécdota. C'est ça. Et elle était à peine allée à l'école. Increíble. Bueno, ese es el poder de la literatura. Oui, parce que, vous voyez, quand vous me disiez au début, est-ce qu'on peut parler de Beckett aux enfants? Je pense toujours à cette rencontre de ma mère et de Joyce. Si ça se trouve, elle a peut-être lu Finnegan's Wake aussi, ce qui est encore plus étonnant. A lo mejor le leyó Esperando a Godot, final de partida. Mais il y a donc comme ça des rencontres, dès que les gens n'ont aucun préjugé. Elle n'avait aucun préjugé, d'une certaine façon, parce qu'elle n'avait aucune culture. Et puis, elle s'est fait, comme ça, une culture intuitive, dans laquelle entrait Joyce, dans laquelle entrait votre Gombrowicz. Nada menos que con Brockwich, por Elle favor. me dit... que el transatlántico... Et Ferdi-Durk, surtout. Ferdi-Durk es dificilísimo. Ferdi-Durk es muy complejo, muy complejo. Vous demandez quel autre livre, bon, par exemple, il y a Señores Niños. J'écris ça, je me posais des questions sur le concept de maturité, par opposition à celui d'enfance, de jeunesse. Et je dis à ma mère, je réfléchis en ce moment sur le concept de maturité. Parce que quand je vois des adultes regarder des enfants, je trouve dans le regard de l'adulte quelque chose de suspect. Et ce quelque chose de suspect, c'est que les adultes soupçonnent les enfants d'être plus mûrs qu'ils ne le sont. Daniel Pennac, un verdadero gusto tenerlo en la televisión pública. Muchas gracias por esta conversación. Merci à vous. Muchas gracias. Y a usted le digo, lea
a Daniel Penach, sumérjase en la obra de Penach. Es una obra verdaderamente fantástica, por momentos incluso deslumbrante. Háganme caso, enseguida regresamos.